Merci en tout cas d'être présent ce soir pour cette deuxième conférence qui aura pour thème la gestion de patrimoine face à l'intelligence artificielle. Je suis Sébastien, je suis cofondateur de DocFinance, donc le site qui organise la soirée de recrutement ce soir. Et donc j'ai le plaisir d'être accompagné par 3 intervenants qui justement évoluent dans l'écosystème des fintech et de la gestion de patrimoine. Donc nous avons Léonard de Tilly, fondateur de PhoneShop. Bonsoir à tous. Sébastien Dornano, fondateur de Yomoni. Bonsoir à tous. Et Julien Serraki, président de la CNCGP, donc la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Bonsoir tout le monde. Donc, merci à vous 3 en tout cas de vous être libérés pour cette table ronde justement sur l'évolution aussi du métier et de l'écosystème de la gestion de patrimoine. Et en quelques mots, je vous propose de vous présenter. Donc si tu veux commencer peut-être. Oui, donc Léonard de Tilly, donc je suis le fondateur de PhoneShop, qui est une fintech qui existe depuis 8 ans maintenant. Notre métier, c'est qu'on est éditeur de logiciels pour les métiers de la distribution de produits d'épargne au sens large. Donc on va travailler aussi bien avec des conseillers en gestion de patrimoine qui sont au bout de la chaîne de distribution qu'avec des assureurs ou des sociétés de gestion qui sont plutôt de l'autre côté, qui sont plutôt côté fournisseur. Et on les accompagne justement dans toute cette phase de transformation de l'industrie qui passe par la technologie pour apporter de la digitalisation, de l'intelligence et des services à valeur ajoutée pour permettre aux conseillers, donc qui sont au milieu de tout l'écosystème des fournisseurs et en face des clients, d'avoir les meilleurs outils pour pouvoir proposer leurs services de manière performante auprès des clients finaux. Voilà pour résumer très rapidement. Merci beaucoup Léonard. Sébastien? Moi je suis Sébastien Dornano, je suis le fondateur de Yomoni. Yomoni c'est une société de gestion et un courtier en assurance. On est spécialisé sur les mandats, la multigestion en ETF. Et donc on propose des mandats de gestion aux particuliers, en direct, en ligne, dans des assurances vie, des comptes titres, des PEA, des PER. Et on a vocation à les accompagner, à les servir en trouvant un modèle hybride entre du digital et de l'humain et de l'accompagnement humain. Voilà. Merci. Et Julien? Oui, donc la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, c'est une association qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Si vous voulez faire le métier de conseiller en gestion de patrimoine, en fait, il faut faire partie d'une association qui est agréée par l'AMF. Donc, par exemple, j'ai vu qu'il y avait Olifan qui était là pour vous recruter. Olifan, c'est un adhérent de mon association. On en a à peu près 1800 cabinets dans mon association, donc qui sont là, qui font le métier de conseiller en gestion de patrimoine et qui, évidemment, pour exercer, ont différents statuts, ont besoin de différents statuts, dont celui de conseiller en investissement financier. Ça, c'est pour ouvrir, par exemple, des comptes titres, des PEA ou conseiller de la SCPI. Ça, c'est du conseil en investissement financier. Et donc, ils ont l'obligation de faire partie d'une association agréée par l'autorité des marchés financiers. Merci beaucoup. Donc, l'objectif de cette table ronde, ça va être vraiment de parler de l'évolution du métier, du secteur, de l'écosystème. Et je propose qu'on commence peut-être par qu'est-ce qui s'est passé justement dans l'écosystème, dans le métier de gestion, de conseil en gestion de patrimoine depuis ces 10 dernières années. On est tous d'accord pour dire que le métier et le secteur a évolué énormément et continue d'évoluer. Il y a 10 ans, c'était comment, et aujourd'hui, comment ça a évolué justement? Je vais peut-être commencer là-dessus puisqu'on parle des CGP. Juste une petite question pour savoir à qui on parle. Qui est étudiant ici? D'accord, ils sont tous mis là, très bien. Ils sont tous copains. Ah non, il y en a des timides là-bas. Et vous êtes étudiant en quoi? C'est très bien, vous êtes au bon endroit, je vous félicite. Et ceux qui ne sont pas étudiants, vous êtes dans quoi? Et vous êtes déjà sur le marché de l'emploi alors? Et vous cherchez un job. Et vous avez plutôt une expérience dans la banque, dans l'assurance, dans quoi? Assurance? Immobilier CGP? Banque et assurance, ok. C'est bien, personne n'est entré parce qu'il avait vu la lumière, tout le monde est là pour une bonne raison, ça me fait plaisir. Donc le métier de CGP, moi je l'exerce depuis à peu près 17 ou 18 ans maintenant.
J'ai été élu il y a 3 ans président de mon métier, mais mon métier, ce qui me fait vivre, c'est d'être conseiller en gestion de patrimoine. J'ai un cabinet de conseiller en gestion de patrimoine. Et donc j'ai vu dans ma pratique toute l'évolution qu'il y a pu avoir dans la digitalisation. Quand j'ai commencé, la digitalisation, c'était quoi? C'était d'avoir accès à un site internet d'une compagnie d'assurance. C'était ça la digitalisation. On faisait que du papier. Je me souviens, il y en avait encore qui avaient des Minitel. Alors ça va vous faire marrer vu votre âge, parce que vous savez même pas ce que c'est. Et donc peu à peu, on a vu les choses évoluer. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver? Eh bien, on a vu peu à peu arriver des systèmes d'agrégateurs de comptes. C'est-à-dire que quand on avait, nous, des clients qui avaient des comptes dans plusieurs compagnies d'assurance, eh bien, on avait des logiciels qui nous permettaient d'agréger tous ces comptes sur un seul accès. Après, on a vu arriver les systèmes de GED. Donc, au lieu d'avoir du papier, eh bien, on passait au zéro papier. Et donc, on classait tout dans nos classeurs électroniques que sont la GED. Après ça, vous avez eu une évolution avec des systèmes de signature électronique. Avant, on était obligé, quand on faisait une souscription, ou même quand on faisait un ordre d'achat ou un ordre de vente, que ce soit dans un compte titre ou dans un contrat d'assurance vie, eh ben, d'envoyer le papier à la banque ou à la compagnie d'assurance. Donc, vous imaginez le temps que ça prenait pour passer un ordre, ça prenait plusieurs jours. Là, maintenant, on a des systèmes de signature électronique qui font que c'est instantané, le passage d'ordre. Donc, on a vu une évolution d'un métier qui était vraiment un métier du XXe siècle, comme on travaillait au XXe siècle, et peu à peu, on est devenu un métier du XXIe siècle. Donc c'est ça ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, c'est qu'on a eu toutes ces évolutions technologiques, grâce à nos amis les fintech qui sont à côté de moi, bien pour avoir de meilleurs outils et se concentrer sur ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil à nos clients et non pas remplir de la paperasse. Oui, alors... Donc effectivement, je suis assez d'accord avec cette historique que Julien vient de nous proposer. L'état des lieux aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a une vraie impulsion de l'industrie, de cette profession, pour être capable d'augmenter sa performance auprès des clients, c'est-à-dire d'avoir le meilleur service contextualisé et personnalisé en tant que conseiller qui reçoit un client qui a un certain patrimoine pour l'envoyer vers les meilleures solutions de placement. Aujourd'hui, l'état des lieux, il est quand même de dire que c'est une industrie qui a pris un certain retard par rapport à d'autres, mais qui en est consciente et qui déploie énormément de moyens. Je n'ai pas de chiffres à donner, mais on voit sur le marché des acteurs commencer à investir des montants très importants sur les sujets tech, sur la digitalisation. C'est grâce à ça qu'on existe d'ailleurs, puisque nos clients nous payent et on a des investisseurs qui investissent, qui mettent de l'argent dans la vision que nous sommes en train de déployer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Les gros sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est d'interfacer techniquement les systèmes de tous les acteurs en place. Effectivement, la gestion de patrimoine, c'est un conseiller qui propose des services à un client et qui va l'orienter vers plusieurs typologies de produits qui sont fournis par des acteurs, typiquement des assureurs, des banques, des sociétés de gestion. Il y a beaucoup de systèmes qui composent cet écosystème. Et nous, notre enjeu là aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'interfacer techniquement toutes les solutions avec lesquelles un conseiller va interagir, avec comme enjeu principal de fiabiliser tous les échanges d'informations entre tous les acteurs. Et vous travaillez, vous êtes en train d'apprendre ce métier-là, vous travaillez dedans, vous savez à quel point c'est complexe, à quel point il y a des règles, mais il y a énormément d'exceptions qui sont progressivement écrites et transformées en règles. Et ça, on doit les intégrer dans nos solutions, dans la technologie. Donc on a en face de nous des enjeux et des challenges très, très importants, ce qui fait qu'in fine, il n'y a pas que la technologie d'un côté et que le gestionnaire de patrimoine. Voilà, c'est entièrement perméable. On travaille, on collabore réellement, les éditeurs de technologie et les professionnels du métier. En fait, votre métier il est en train de totalement changer. Il a déjà totalement changé. En fait, pendant
Pendant un moment, le conseiller en gestion de patrimoine, ou celui qui fait du conseil en investissement, il avait une partie effectivement non négligeable de son temps et de l'avantage qu'il offrait à son client d'être un facilitateur logistique, effectivement de faire l'interface de manière assez fastidieuse avec des acteurs relativement mal équipés qui étaient les banques et les assureurs. Cette partie-là, elle est en train de disparaître, elle est en train de se simplifier, mais elle impose, pour ceux qui font ce métier-là, maintenant de se concentrer véritablement et uniquement sur le conseil, parce qu'ils ont tout leur temps pour le faire. Et dans ce conseil, il y a aussi une partie qui va être, entre guillemets, digitalisée ou accompagnée ou conseillée. C'est-à-dire que le CVGP va pouvoir s'appuyer sur des outils qui vont l'aider à mieux conseiller son client. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce métier-là est en train de se rapprocher de plus en plus de son client et de partir de plus en plus loin de la banque et de l'assurance et de la partie vraiment back-office. Celle-ci, elle a été, on va dire, encapsulée par la technologie et elle est de moins en moins présente dans la relation, et tant mieux. Maintenant, le vrai sujet, ça va être de savoir quel conseil vous apportez, quelle relation vous allez avoir. Et on a des acteurs comme Yomoni qui, eux, vont se focaliser effectivement sur l'accès à ce conseil pour des populations qui, aujourd'hui, ne profitent pas de conseil, c'est-à-dire le cœur de la banque retail, de la banque classique, pas la banque privée, qui, aujourd'hui, se retrouvent confrontés à, en tout cas, avec des conseillers qui ne sont pas forcément experts sur le patrimoine et qu'on peut largement, on va dire, supplanter avec de la technologie. Et donc ça, c'est notre mission, c'est de démocratiser ce niveau de conseil. Et puis après, plus vous montrez dans les strates, plus vous allez avoir une dimension humaine essentielle et qui s'affirme de plus en plus. Et c'est là où il va falloir trouver le bon équilibre en fonction de la cible entre des qualités humaines, des savoir-faire, de l'expertise, et puis de la technologie qui va faciliter et rendre beaucoup de choses totalement invisibles, alors que c'était une partie lourde des travaux il y a encore 10 ans. Juste pour que vous compreniez bien, Léonard, il fait du B2B. C'est-à-dire que moi, je suis potentiellement un client de Léonard. Il peut me vendre sa solution, qui est une excellente solution d'ailleurs. Donc il va essayer de me faciliter la tâche dans mon quotidien sur ma relation client et sur tous les process réglementaires qui existent dans ma relation client. Aujourd'hui, quand j'ouvre un contrat d'assurance vie, si je dois faire du papier, en termes de volume, ça représente à peu près ça. Ça fait beaucoup de pages. Grâce à lui, je vais faire ça dans un temps beaucoup plus court et surtout, je vais déjà avoir tout classé dans ma GED et je vais avoir des systèmes de signature électronique qui vont me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc Léonard, il fait du B2B. Sébastien, lui, il fait du B2C. Tu me diras si je dis pas une connerie. Hein. Sébastien, il fait du B2C. Lui, il va s'adresser à la clientèle que moi, je peux pas vraiment trop traiter pour l'instant parce que mes process sont trop lourds en fait pour traiter des tickets à 10, 15, 20, 30 000 euros. Et que Sébastien, grâce à sa technologie, lui, il va réussir à les traiter. Et en plus, il fait du conseil sur la location d'actifs, c'est-à-dire sur le placement des sommes que veut investir le client. Donc, on n'est pas des concurrents, on est tous complémentaires. Il y a une complémentarité directe entre Léonard et moi, et il y a une complémentarité indirecte entre Sébastien et moi, parce qu'il occupe une partie du marché que moi, je ne peux pas occuper. Ouais. Alors, moi, je trouve ça très intéressant ce qui vient d'être dit. L'objectif, c'est simplifier, effectivement, donc permettre à un conseiller d'avoir le plus de temps où il va pouvoir déployer sa valeur ajoutée auprès d'un client, c'est-à-dire en captant des informations très... Pardon. Rapprochez-vous peut-être, parce qu'à mon avis, c'est l'effet de dernier rang. Donc un conseiller effectivement humain, il va toujours capter des informations qui ne pourraient pas être analysées par un algorithme. Mais il va pouvoir utiliser ces informations pour les renseigner dans un outil et ainsi digitaliser d'une certaine manière la relation qu'il a avec son client. Voilà, passer par des interfaces, recevoir des notifications, recevoir de l'information personnalisée, contextualisée sur une application. Voilà, nous, typiquement, c'est ce qu'on aide à faire. Derrière, l'autre partie de l'enjeu, c'est essayer d'automatiser et fiabiliser tout l'échange d'informations entre le conseiller et ses fournisseurs. Là, c'est extrêmement complexe parce qu'ils ont tous des produits différents avec des caractéristiques différentes et des modèles de données différents. Voilà. Et notre enjeu, c'est d'essayer de mettre le plus de liens dans toute la chaîne de valeur de la distribution de produits d'épargne et donc du conseil en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, mon entreprise, donc, qui existe depuis 8 ans, elle a rejoint un groupe un peu plus important qui s'appelle Alphéis, dans lequel il y a 80 personnes, dont le métier,
c'est de traiter toutes les opérations de, à peu près, il y a 1000 partenaires CGP, donc c'est 80 personnes, qui s'occupent de traiter, alors pas manuellement, mais quasiment d'instruire toutes les opérations de ces CGP auprès d'un certain nombre de fournisseurs. Donc il y a encore énormément de travail. Et nous, qu'est-ce qu'on vient faire? On va catalyser cette nouvelle dynamique d'essayer d'automatisation pour permettre à ces 80 personnes finalement de se déplacer de plus en plus en aval dans la chaîne de valeur, donc de proposer de plus en plus de services à valeur ajoutée auprès des conseillers qui eux-mêmes déploient des conseils auprès des clients finaux. Merci beaucoup. Est-ce que du coup la technologie, justement, la partie de technologie du métier de CGP, enfin de l'écosystème de la gestion de patrimoine, va dépendre en fait de la cible finalement qu'on va aller chercher. Au niveau justement, on parlait des tickets de 20-30 000 euros pour Yomoni. Est-ce que justement ce niveau de technologie et le niveau d'humain va dépendre en fait de la cible sur laquelle on veut aller finalement? En fait, vous avez un seuil minimum de rentabilité où ça coûte de l'argent d'acquérir des clients, ça coûte de l'argent de les accompagner, donc il faut trouver le bon modèle économique pour y répondre. Et donc, c'est en fonction de ces éléments-là et de la demande du client, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des clients qui ne, on en parlait tout à l'heure, il y a des clients qui ne demandent pas de conseils, qui ne veulent pas être appelés, qui ne veulent surtout pas être dérangés. Donc, les solutions en ligne comme les nôtres, en tout cas, leur vont très bien. Ils ne se font pas ennuyer, ils reçoivent l'information et quand ils ont un besoin, éventuellement, ils envoient un mail ou ils chattent avec nous. Donc, en fonction de la demande du client et du modèle économique qu'on arrive à mettre en place, on peut mettre plus ou moins d'accompagnement et d'humain. Effectivement, un client qui vient chez nous avec 100 000 euros, 200 000 euros, on va pouvoir passer plus de temps avec lui donner des personnes en face avec plus de valeur ajoutée parce qu'on trouve le modèle. Par contre, il y a plein de gens qui ont finalement des patrimoines qui sont relativement simples, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais qui sont très lisibles et très évidents, et sur lesquels le conseil peut être, en tout cas les premiers conseils peuvent être largement automatisés. Et c'est là où, pour le coup, l'intelligence, à partir des données qui sont fournies par le client, peut leur permettre d'avoir déjà un conseil de très bon niveau. Après, on rentre dans des cas particuliers où là, il va falloir de l'humain, il va falloir de la spécialisation, et là, il va falloir des montants en face relativement significatifs pour trouver un modèle économique qui sied à toutes les parties. En fait, la réponse à la question dépend du niveau de personnalisation du conseil que vous voulez. Si vous voulez un conseil extrêmement personnalisé, parce que vous avez un patrimoine qui est compliqué, qu'il faut passer du temps à analyser, avec par exemple des problématiques familiales aussi qui peuvent être complexes parfois, avec des problématiques de succession, avec des problématiques de donation, avec des problématiques de transmission d'entreprise. C'est vrai que c'est difficile pour les fintechs d'automatiser ça parce qu'il n'y a pas de modèle en fait. Parce qu'il n'y a pas de, c'est difficile de modéliser ça ou de le passer dans un algorithme. On y arrivera peut-être un jour, et franchement je l'espère, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Donc c'est certain qu'à partir du moment où vous voulez du conseil, vous allez devoir voir un conseiller humain parce qu'il aura besoin, on aura besoin de la perception qu'a un être humain d'un autre être humain. Rien que le langage, par exemple, corporel. Moi, il y a des choses que je comprends avec mes clients sur le langage corporel. C'est pas que des données, c'est pas que de l'analyse quantitative. Il y a aussi de l'analyse qualitative ou de l'analyse comportementale qui joue beaucoup dans notre métier. Et donc, en fonction du niveau de personnalisation que vous voudrez, vous irez plutôt chez un CGP ou plutôt vers Yomoni, même si je sais que Yomoni met des moyens aujourd'hui pour attirer une clientèle avec des tickets plus importants, mais ils mettent de l'humain derrière. Oui, on est obligé de mettre de l'humain et dans tous les cas, il y a deux aspects en fait. Il y a la limite de la technologie, c'est la complexité de la fiscalité française. Ça, déjà, pour arriver à modéliser ça, on est dans un pays où c'est un vrai et beau challenge. Donc, il va falloir de l'humain pour rien. Et puis, effectivement, la composante psychologique qui est quand même fondamentale. C'est-à-dire, quel est le rapport à l'argent du client, comment il se comporte, quel est son niveau de stress. Enfin, on le voit très bien dans nos modèles qui sont effectivement très digitalisés. Les gens ont toujours tendance à répondre ce qui va leur donner la réponse qu'ils souhaitent entendre, pas forcément ce qu'ils sont. Et donc, on a des moyens pour détricoter un peu ces solutions et essayer de trouver la vraie réponse. Mais c'est vrai qu'une relation humaine garantira, en tout cas, un meilleur niveau d'adhésion. Donc ça, c'est un élément important. Donc, tant qu'on n'a pas résolu, en tout cas, ce niveau-là de modélisation, entre guillemets, informatique, on a encore de très beaux jours avec des humains. Et puis après, il y a la relation tout court qui fera la différence. Voilà. C'est un peu l'exception française.
aussi, au niveau justement de la complexité qu'on peut avoir, et peut-être aussi au niveau du rapport qu'on peut avoir aussi en France vis-à-vis de son patrimoine. Peut-être qu'on est aussi très attaché, beaucoup plus attaché, je ne sais pas, à l'humain finalement par rapport à ça. Alors, je rebondis sur ce que vous avez mentionné. C'est pas une exception française. Les pays qu'on peut imaginer, qui traditionnellement sont un peu en avance de phase sur l'adoption à des technologies et à de l'innovation, typiquement les États-Unis. Aujourd'hui, le modèle qui fonctionne le mieux, et même qui a réellement fait un carton au cours des dernières années, c'est un modèle hybride. Donc ça veut dire que ce sont des réseaux de conseillers humains qui ont des clients qui connaissent personnellement, mais qui eux-mêmes, ces conseillers, sont équipés d'une technologie qui va permettre d'automatiser et simplifier toute la chaîne administrative derrière le conseiller. Et vraiment, j'ai suivi ce marché-là depuis que j'ai créé PhoneShop il y a 8 ans. Je pense que Sébastien pourra confirmer. Il y a évidemment énormément de place pour des modèles purs B2C. Aux États-Unis, certains acteurs B2C ont explosé et on souhaite, et Sébastien suit ces traces-là également. On peut nommer, comment il s'appelle déjà, Wellsfront. Wellsfront, voilà, je ne sais pas si c'est une entreprise que vous connaissez. Donc c'est une start-up américaine qui a été un précurseur sur l'innovation dans le secteur de la gestion de patrimoine. Donc il s'est lancé en 2010 à peu près et qui a été revendu en début d'année, je crois, 1,4 milliard à une grosse banque, j'ai plus le nom en tête, UBS, voilà, à UBS que vous connaissez forcément. C'est quand même des montants colossaux. En parallèle, donc ce qui montre qu'effectivement il y a de la place pour un modèle très pointu, B2C, avec de l'adoption d'un segment de clients qui n'est pas couvert par les CGP. En revanche, sur le marché des CGP traditionnels, le marché est immense également. Julien pourra nous dire quel est le pourcentage des patrimoines français qui est couvert, qui est conseillé réellement par un conseiller expérimenté. Mais je pense j'espère qu'il progresse. 12% à peu près. C'est rien. L'enjeu, c'est que ce 12% converge vers 100%. On n'y arrivera jamais, mais en tout cas augmente et qu'on déclenche une phase de croissance forte. Donc heureusement qu'il y a des jeunes qui sont formés pour rejoindre cette industrie. Et heureusement qu'il y a des acteurs comme nous qui vraiment travaillons d'arrache-pied pour développer des outils qui vont permettre à un conseiller de non plus travailler avec 50 clients ou 200 clients, je ne sais pas quel est le nombre de clients moyens par conseiller, c'est 200 ? C'est une centaine. Une centaine, mais qui puisse augmenter ce nombre, voilà, important, augmenter le panier moyen. Et ça ne peut pas se faire sans technologie, puisque aujourd'hui, on le voit, un conseiller il est limité par son temps, et chaque client lui prend de plus en plus de temps qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce que l'administratif a tendance à s'alourdir. Donc, si on veut contrer cette tendance, il faut de la technologie pour permettre ça. Donc, la collaboration entre la techno, l'innovation, l'intelligence artificielle et le conseiller humain proche de ses clients, qui connaît son métier, qui est fin, qui a une capacité d'analyse d'éléments qui sont imperceptibles par la technologie, c'est ça la voie. C'est ce qu'on observe aux États-Unis, qui a fait vraiment un carton avec des réseaux comme Schwab et d'autres. Et c'est ce que nous, on essaye de propulser en France. Et ça commence, c'est en train d'arriver. On voit beaucoup de réseaux de CGP commencer à s'agréger. Il y a beaucoup de consolidation. On commence à avoir un taux d'équipement des CGP qui est fort, avec une technologie qui a peut-être un peu de retard, mais qui est en train de progresser également. Donc, en tout cas, c'est une industrie passionnante. Oui, et puis croyez pas qu'en France on est en retard, on est à la traîne ou je sais pas quoi. On est à la pointe en France. Moi, je le dis très clairement. On est à la pointe des fintech. On est à la pointe des sociétés de gestion. On a 700 sociétés de gestion en France. On est les numéros 1 en Europe. Il y a plus de sociétés de gestion en France qu'en Allemagne, par exemple. On a un écosystème politico-réglementaire, je dis ça parce que moi c'est mon quotidien de gérer ça, qui est très pro-business, qui est pas du tout des administratifs ou comme je l'entends parfois des énarques hors sol. C'est pas du tout la vérité, ça. On a des gens qui sont hyper pro-business, qui font tout pour nous aider, que la manière dont la France
à réglementer les professions financières et assurantielles est en fait regardé par toute l'Europe pour une raison très simple, c'est qu'on a le taux d'escroquerie et de ce qu'on va appeler de mévente en français qui est l'un des plus faibles d'Europe. Pas parce qu'on est plus honnête que le type d'à côté, mais que notre voisin belge, suisse, espagnol ou italien. Peut-être que l'italien, je sais pas. Mais tout simplement parce que notre cadre réglementaire, il est bien meilleur. Il est bien meilleur et en plus, il laisse une grande liberté aux conseillers, par exemple, de facturer le client comme il en a envie pour son conseil. Vous savez, en France, on peut facturer le client par honoraire, mais on peut aussi percevoir, par exemple, des commissions sur les instruments financiers qu'on va recommander à notre client. C'est complètement transparent aujourd'hui, ce genre de choses, donc il n'y a aucune opacité là-dessus. Et les deux systèmes existent, et je dirais même coexistent. Léonard parlait tout à l'heure de société hybride. Alors lui, quand il disait hybride, c'était l'humain et la technologie. Moi, ce que j'appelle hybride, c'est l'honoraire et les commissions. 61% des cabinets de la Chambre fonctionnent sur des systèmes, des business models qui mélangent à la fois les commissions et les honoraires. Donc ce système français, il est regardé en fait par toute l'Europe. Moi j'étais il y a encore 10 jours, je parlais avec les dirigeants de l'EIOPA. L'EIOPA c'est l'équivalent de l'ACPR en France. L'ACPR c'est la tutelle des compagnies d'assurance, d'accord ? Et donc je leur expliquais comment fonctionnait le modèle français et toutes les qualités du modèle français. En juillet dernier, j'ai le ministère de l'économie qui m'a demandé d'aller représenter la France auprès du GAFI. Le GAFI, c'est le gendarme financier mondial. Si vous connaissez Tracfin, Tracfin, c'est des gendarmes financiers. Et le GAFI, c'est Tracfin au niveau mondial. Et ils allaient analyser le système français pour voir ses avantages et ses inconvénients. Et donc, les gens qui m'ont audité, c'est des gens... Alors, c'était plutôt des francophones. Donc, c'était... je crois qu'il y avait quelqu'un du Québec, il y avait quelqu'un de Belgique, un autre de Côte d'Ivoire, enfin, comme ça, de plusieurs pays. Et je leur ai démontré que le système français, dans son cadre réglementaire, dans la lutte anti-blanchiment, était le meilleur au monde et qu'il fallait plutôt venir s'inspirer de nous que d'essayer de trouver ce qui n'était pas bon chez nous. Je suis un politique un peu, hein, tu sais, je sais, hein, ça se travaille, hein, je ne l'étais pas. Voilà. Non, mais, heureusement, voilà, on a la chance effectivement d'être représenté par des personnalités fortes. Non. C'est maintenant. Du coup, peut-être qu'on peut se recentrer sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et j'ai envie de vous poser la question justement, est-ce qu'aujourd'hui le métier de conseiller en gestion de patrimoine est en danger par rapport justement à l'arrivée de cette tech? Et donc on parlait justement des choses finalement qu'on ne peut pas faire en technologie, en intelligence artificielle, mais que peut-être et certainement on pourra faire plus tard. Est-ce que ça va faire disparaître ce métier ou au contraire ça va le renforcer dans les valeurs ajoutées qu'il peut y avoir? Je réponds en premier, mais je crois que c'est plus une question pour Léonard et Sébastien. Je vous donne une anecdote. Moi, quand je me suis installé, il y avait Boursorama qui est arrivé et qui avait son contrat d'assurance vie avec des frais réduits. C'est-à-dire que généralement, un conseiller en gestion de patrimoine, dans son contrat d'assurance vie, le client paye à peu près 1% de frais par an. D'accord ? Boursorama est arrivé, ils avaient des frais à 0,6, je crois, sur leur contrat. Et c'était la grande panique. Donc moi, je venais d'arriver comme CGP, c'était la grande panique dans le métier. Oh là là, on va se faire bouffer par Boursorama. Et moi, l'idée me semblait complètement dingue. Parce que je me disais, mais attendez, je comprends pas. Eux, ils sont à 0,6, nous, on est à 1. Si on n'est pas capable d'expliquer à notre client qu'on peut amener 0,4% de performance en plus face, je vous rappelle, Boursorama, c'était pas comme Yomoni, enfin c'était pas de la fintech, hein, on mettait à disposition du client un contrat d'assurance vie avec une liste de fonds qu'il pouvait choisir lui-même. Donc si nous, en tant que professionnels, on ne pouvait pas faire 0,4% de performance par rapport à un particulier qui n'y connaît rien, je leur disais, changez de job, c'est que vous n'êtes pas fait pour ce job-là. Donc moi, la technologie m'a jamais inquiété. J'ai toujours pensé que plus il y avait de techno, plus je pouvais me recentrer sur ce qui était important pour mes clients. Et je ne vois absolument pas Yomoni, par exemple, comme un concurrent. Non, c'est ce que je disais au départ, c'est que le métier peut changer un petit peu. Je pense qu'il va devenir encore plus intéressant parce qu'il va enlever la dimension logistique qui était particulièrement fastidieuse. Donc je pense qu'il est encore plus passionnant. Il y a moins d'endroits, entre guillemets, où pour
pendant un moment, les clients n'étaient pas forcément au courant de toutes les offres du marché, donc il pouvait y avoir des bons et des moins bons. À mon avis, c'est les bons et les meilleurs qui sont là et qui vont rester parce qu'ils vont effectivement démontrer leur valeur ajoutée. Et donc ça, c'est un élément clé dans l'avenir du métier, c'est quelle est ma valeur ajoutée. Alors elle peut être de plein de façons différentes. Vous pouvez être un énorme expert d'un sujet précis de la gestion de patrimoine. Vous pouvez avoir des soft skills et une capacité et un lien humain qui va faire que vous allez rassurer votre client, être capable de bien le comprendre rapidement. Il y a plein de facettes différentes de ce métier-là. Mais il va falloir effectivement être bon parce que si vous ne faites que répliquer entre guillemets une offre que vous mettez devant le client sans valeur ajoutée, celle-ci elle va exister ailleurs et elle aura été automatisée. Donc il n'y aura pas de ce type de faux conseillers entre guillemets. Et ceux-là, à mon avis, ils ont quasiment disparu. Et donc maintenant, il faut vraiment aller appuyer sur vos points forts et les points forts qui peuvent amener de la valeur au client. Alors, je suis pas du tout d'accord. Non, évidemment, aujourd'hui, au contraire. La technologie vient catalyser, vient aider les conseillers en gestion de patrimoine à prendre davantage de parts de marché, à couvrir un segment de clientèle plus large, à démocratiser finalement l'accès à la gestion de patrimoine si on se place côté des clients et des épargnants. Hein, on parlait de 12%, c'est vraiment faible. Aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un expert sur énormément de sujets. C'est des personnes extrêmement qualifiées. Il y a des études qui se sont développées pour permettre aux jeunes d'arriver formés sur ce métier-là. Tout ça, c'est pas par hasard. Voilà. Et tout ce que fait un conseiller en gestion de patrimoine, aujourd'hui, la technologie le sert. C'est vraiment l'inverse qui est en train de se passer. On ne peut pas remplacer ce que va faire un humain conseiller en gestion de patrimoine. On vient l'aider à augmenter sa capacité de travail. On vient faire ce qu'on appelle c'est ça, le conseiller augmenté. C'est plus la vision sur laquelle on est tous alignés, je pense. Il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui utilisent le terme disruption. La disruption, c'est un terme qu'on emploie dans beaucoup d'industries. Alors, on a entendu des fintechs il y a 8 ans ou plus utiliser ce terme en disant on va disrupter la gestion de patrimoine. J'ai utilisé ce terme. Bon, je me confesse, j'ai utilisé ce terme il y a 6-7 ans. Mais je me suis un peu calmé. Pendant quelques semaines ou quelques mois maximum, voilà, tu t'es vite rendu compte que c'était un challenge. C'est une industrie qui n'est pas attaquable de cette manière qu'avec de la technologie. Voilà, donc c'est un métier qui peut être radicalement transformé d'un point de vue, je pense, part de marché. Aujourd'hui, beaucoup le vivier des épargnants français, je suis désolé, ce terme n'est pas très approprié, mais il est quand même vachement dans les banques de réseau et qui sont encore dans une approche à distribuer des produits sans beaucoup de services. De mon point de vue, un conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui propose des services autour des produits distribués. Et voilà, donc c'est une association à levier, technologie plus conseiller. Et voilà, donc non, le CGP ne va absolument pas disparaître. Au contraire, il va prendre une place beaucoup plus importante dans la vie des foyers patrimoniaux français. Pour rebondir sur ce que vient de dire Léonard, qu'est-ce qui se passe en fait sur ce marché de l'épargne? Il se passe que vous avez une fuite des clients de leur banque d'origine. Les clients ont compris que le banquier était un vendeur de produits et un vendeur de produits de la banque. Donc quand le banquier recommande un produit à un client, c'est pas parce qu'il pense que ce produit est le meilleur pour le client, c'est parce que c'est le mois du livret A, c'est le mois de l'assurance vie, c'est les 15 jours du LDD ou je sais pas quoi. Bon. Donc vous avez une fuite des clients vers les CGP et vers les fintech à la Yomoni. Donc ce que je veux dire, c'est que ce métier de CGP, en fait, il représente aujourd'hui à peu près 12% de part de marché dans la collecte de l'épargne, mais il va arriver à 30% ou 50% dans les 10 à 12 années qui vont venir. Enfin, c'est ça ce qui se passe. Il faut que vous en ayez conscience, que vous avez choisi cette voie du conseil en gestion de patrimoine. Alors vous avez vu, il y a plein de manières possibles d'exercer ce métier. Travailler sur les process comme le fait Léonard, aller travailler du mass market avec de la technologie comme le fait Sébastien, faire du conseil personnalisé comme le fait un CGP lambda comme moi je peux l'être. Il y a plein de manières de faire ce métier. C'est pas forcément mon métier à moi qui est la seule référence. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de métiers dans le conseil en gestion de patrimoine. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un métier d'avenir. Je vous dis ça en deux choses très rapidement.
Moi, j'ai fait un Master 2 de gestion de patrimoine à l'ESCP à l'époque, c'était en 2003. Il y en avait 12 à l'époque. Aujourd'hui, il y en a entre 60 et 70. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Donc, il y en a 5 fois plus. Quand moi, j'étais étudiant, tout le monde allait en banque. À la fin d'un Master 2 de gestion de patrimoine, tout le monde allait en banque. Aujourd'hui, moi, j'interviens dans les Master 2. Et ma première question, c'est toujours la même. Je leur dis, qui travaille dans une banque, qui travaille chez un CGP. Vous avez à peu près la moitié des mains qui se lèvent, qui disent on travaille déjà chez des CGP ou on va travailler chez des CGP. Donc vous êtes dans un métier qui recrute. Les banques licencient, les CGP recrutent. Il faut avoir conscience de ça. Deuxième élément, ce qui se passe dans le métier depuis 1 an et demi, c'est que vous avez des fonds d'investissement qui viennent investir dans le capital des CGP. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont réalisé un truc très simple. Ils ont réalisé que nous, on était un métier d'encours. Plus on conseille de clients, plus on conseille de capitaux, plus notre chiffre d'affaires augmente. D'accord ? Un métier d'encours. Les encours, par définition, à part si vous êtes très mauvais et que d'un coup, vos 20 plus grands clients vous quittent, a priori, votre encours, il va augmenter comme ça, gentiment, tous les ans. Donc, on est un métier d'encours, et ce qui implique que, forcément, le risque de notre métier pour un fonds d'investissement qui investit au capital est très limité. Il y a 15 jours, j'ai eu un appel d'une banque d'affaires qui m'a dit « J'ai un problème, j'ai 11 fonds d'investissement différents qui cherchent à racheter des cabinets de CGP. Est-ce que tu peux pas m'aider à en identifier ?» Évidemment, c'est pas mon job, donc j'ai dit non. Mais sinon, je prends une grosse com. Mais putain, je les connais bien. Mais donc clairement, sachez que cet univers, cet écosystème du conseil en gestion de patrimoine, qu'on représente tous les trois, c'est vraiment très à la mode en ce moment, que vous êtes dans un métier d'avenir avec une croissance très forte dans la décennie qui vient. Il faut vraiment que vous ayez conscience de ça, qu'on n'est pas dans la vente de produits d'assurance comme ça, aux petites vieilles au coin de la rue. Hein, c'est pas ça notre métier. Hein. Que c'est vraiment un métier d'avenir et que c'est des centaines de milliards d'euros dans les années qui viennent, et je ne parle pas à 20 ou 30 ans, hein, je parle dans les quelques années qui viennent, qui vont switcher des banques vers les conseillers. Il faut vraiment que vous en ayez conscience. Et c'est hyper intéressant cette anecdote, cette mention au fonds d'investissement. Donc effectivement, il y a beaucoup d'argent qui arrive, d'investissement qui arrive dans cette industrie, qui nécessite a priori, historiquement, qui ne nécessitait pas beaucoup de capex, donc pas beaucoup d'investissement de fonds. Et aujourd'hui, les fonds, ils investissent. Comment utiliser l'argent ? Pour recruter des jeunes talents et pour développer de la technologie. Voilà, c'est les deux sujets, et développer des marques. Voilà. Et aujourd'hui, la croissance et les gros cabinets, un de leurs gros enjeux, c'est recruter, avoir un pipe de jeunes qui forment, qui deviendront les conseillers seniors de demain, qui auront chacun non plus 50 mais 500 clients, avec des outils performants qui permettent de gérer tout de manière centralisée en appuyant sur des boutons, avec des parcours ergonomiques et évidemment qui sont fournis par FunShop. Merci beaucoup. Du coup, je voudrais parler également de la formation, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et la question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à ce que vous pouvez peut-être voir, est-ce que vous sentez que les formations, justement, les écoles, les formations qui vont être spécialisées en gestion de patrimoine, s'adaptent aussi vite que la technologie arrive justement dans le secteur de la gestion de patrimoine, ou est-ce qu'elles ont du retard aujourd'hui ? Je crois que dans le cursus dans votre cursus académique, je parle pour les étudiants qui sont de ce côté, vous passez maintenant la certification AMF, non ? Voilà. Moi, à mon époque, on passait pas la certification AMF, c'était pas dans mon cursus. Donc aujourd'hui, l'aspect formation, il est beaucoup plus pratique dans votre génération qu'il ne l'était dans la mienne. Dans la mienne, c'était encore une formation qui était assez théorique à l'époque. Vous êtes déjà les pieds dans la pratique. Donc ça, c'est intéressant. N'oubliez pas qu'en plus, en tant que CGP, on a 4 statuts généralement. On est conseiller en investissement financier, on est courtier en assurance, on est intermédiaire en opération de banque et souvent, on a aussi la carte de transaction immobilière.
et qu'on est obligé de faire 42 heures de formation par an. 42 heures de formation annuelle. Alors, la Chambre, évidemment, s'occupe de gérer toutes ces formations pour ses adhérents. Elle organise ces formations et on a réussi à négocier avec les autorités que les 42 heures en deviennent 25. Bon, en fait, on l'a imposé, puis on a vu que s'ils allaient réagir ou pas, ils n'ont pas réagi, donc on a continué. Il faut être un peu malin parfois avec eux. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, ce sont des métiers de formation continue. Et dans le cadre de cette formation continue, apprendre à utiliser les outils de FinTech, c'est évidemment, pour moi, encore plus important que l'aspect réglementaire. Alors, on n'a pas encore été contacté par les écoles pour faire des cours sur l'utilisation de nos outils, mais passez le mot à vos formations respectives. Parce qu'il y a beaucoup de ces outils qui sont des boîtes à outils, en fait. Et qui vont permettre, si vous savez bien les utiliser, de gagner beaucoup de temps, d'être plus pertinent, d'être plus rapide. Et donc, en tout cas, nous, on le voit parce que forcément, les conseillers qu'on a en interne sont suréquipés d'outils internes. Et on voit clairement la différence entre ceux qui ont déjà une aisance avec ces outils, qui sont capables d'en tirer le maximum, voire de les faire progresser. Et puis ceux qui les utilisent, entre guillemets, à minima. Voilà. Et ça, c'est un vrai atout qui va faire la différence à un moment, en particulier dans des cabinets de CGP qui vont être pas mal équipés d'outils, en tout cas, ça va donner un avantage à ceux qui savent très bien les utiliser. Donc pour moi, c'est un élément clé dans la formation qui devrait être plus présent. Ouais. Non, mais ça c'est hyper intéressant parce que il y a beaucoup, par exemple, de FinTech qui sont à la base partis sur des modèles B2C, qui pensaient s'adresser directement au consommateur final. Faut que vous ayez conscience que Yomoni et Sébastien, c'est l'une des seules FinTech en B2C qui a réussi, en fait. Il y en a énormément qui se sont complètement plantés sur ce marché-là, en levant pourtant des sommes de plusieurs millions d'euros et en investissant des sommes de plusieurs millions d'euros. Et que ces fintechs qui existent encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont partis du B2C, mais ils avaient du mal, ça fonctionnait pas, ils ont été moins talentueux que Sébastien, et puis ils se sont réorientés derrière avec du B2B. Parce que comme l'a dit Sébastien, finalement ils avaient développé une technologie, ils voulaient la mettre à disposition directement. Mademoiselle, je vous vois partir. J'ai fait exprès. J'aime bien faire ça, toujours un peu montrer des gens du doigt qui s'en vont. J'en vois deux. Donc, ils ont développé des technologies, mais en fait, ces technologies qu'ils ont pensées au départ pour des particuliers, finalement, en les retravaillant un peu, ils peuvent les mettre à disposition des professionnels. Et c'est ça qui est génial. Quand j'ai été élu il y a 3 ans président de la Chambre, nous, on fonctionne en commission de travail. L'admission, la formation, le machin. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'on n'a pas de commission de réflexion. On n'a pas de think tank, en fait. Et donc, j'ai dit, on va créer une commission qui s'appelle la commission FinTech et Innovation. Son seul but, ce sera de recevoir les FinTech qui existent sur le marché. Je sais que, par exemple, ils ont reçu Léonard. Et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre métier et de sortir un espèce de livre blanc pour résumer les évolutions technologiques de notre métier. Et la première conclusion de cette commission, ça a été exactement celle-là. Beaucoup de fintechs sont passés du B2C au B2B. Ils avaient une boîte à outils, comme le dit Sébastien, et ils l'ont finalement paramétré, non plus pour des particuliers, mais pour des professionnels. Merci beaucoup. Du coup, je propose peut-être qu'on passe aux questions que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent justement poser des questions? Oui. Merci tout d'abord pour cette richesse d'explication. J'ai une question, on a beaucoup parlé de technologie et d'automatisation. Aujourd'hui, est-ce que l'essor de la digitalisation dans le secteur de la gestion de patrimoine du coup, influe aussi en termes de cybersécurité? Voilà. Moi, c'est ma question, sachant que j'ai un bagage commercial lié à l'IT. Voilà, c'était ma question aussi sur ce point de vue-là. Alors, évidemment, bien sûr, c'est un sujet, c'est un prérequis. C'est-à-dire que la sécurité, la fiabilité, la défense des instances, de tous les systèmes qui sont développés, qui sont mis à disposition de conseillers en gestion de patrimoine, qui est une profession réglementée et qui s'adresse à des particuliers sur la manière de placer leur argent, on s'expose à des risques hyper importants. On observe des fraudes et qui sont traitées mais avec énormément de minutie, puisque une fraude, si elle est reproduisible et si elle n'est pas rendue non reproductible tout de suite,
ça peut être une catastrophe totale pour l'entreprise concernée et qui a un effet domino sur toute la chaîne puisque ça concerne un conseiller, le fournisseur des outils, le fournisseur des produits, le client et tout l'écosystème qui va autour, les autorités, ainsi de suite. Donc tout ce sujet est traité avec énormément de sérieux et c'est la base de toutes les architectures qui sont développées chez nous. La base, c'est la sécurité. Sur la cybersécurité, moi j'ai deux réponses à votre question. Un, aujourd'hui, les assureurs refusent de nous assurer sur le risque cyber. Parce qu'en fait, ils ne savent pas l'évaluer. Donc, ils ne savent pas évaluer le préjudice. Donc, ou ils nous sortent des tarifications qui n'ont aucun sens, ou ils nous disent on ne veut pas aller sur ce marché-là. Premier point. Deuxième point, l'année dernière, disons sur les 2 dernières années, j'ai eu 1% de mes adhérents qui ont vu leur identité numérique usurpée. 1%, c'est quand même pas rien. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cabinet gestion de patrimoine Bordeaux, il a son site internet, et ben, il va voir dupliquer un autre site internet, qui s'appelle gestion de patrimoine Bordeaux 2. Voilà. Bon, celui-là, je pense qu'on pourrait le repérer facilement. Gestion de patrimoine Bordeaux 2. Et qui va dire au client, bah, tenez, on a des outils de souscription électronique, sauf que l'argent, au lieu d'aller à l'assureur, il va évidemment chez des escrocs. Moi, j'ai contacté, je suis allé voir la DGCCRF, donc vous savez, c'est la répression des fraudes, la DGCCRF. Alors ça m'a fait rire, parce qu'ils ont vraiment des bureaux, on a l'impression de se retrouver à Leningrad en 1970. C'est assez surprenant, mais c'est des gens très intelligents. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, malheureusement, mais c'est des gens très intelligents. Et on leur a dit, écoutez, on sait très bien, souvent ces escrocs ne sont pas en France, ils sont à l'étranger, voire même souvent hors d'Europe. Donc c'est pas vous, la DGCCRF, qui allez aller les chercher. En revanche, le problème qu'on a, c'est que quand nous, on a notre site et qu'on dit à Google déréférencer le site pirate, eh ben, ça prend des mois et des mois et des mois et des mois. Donc essayez de nous brancher directement avec Google en disant que la chambre, ce serait une sorte d'autorité agréée et que si elle dit vous déréférencez le site, ça doit se produire dans les 24 ou 48 heures. Donc c'est ça ce qu'on fait. Alors là, c'est pas vraiment la cybersécurité, l'usurpation d'identité, mais c'est les sujets liés à la sécurité numérique. On va appeler ça comme ça. Mais en tout cas, moi je pense que vous avez une très bonne spécialité, hein, cybersécurité dans notre métier. Beaucoup de gens se posent la question, personne n'a les réponses. À mon avis, vous avez choisi un bon domaine. Merci. Donc du coup, dernière question sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a actuellement en place est-ce que, en termes de cybersécurité, en termes de protection par rapport notamment à ces identités numériques? Il y a les solutions que chacun trouve tout seul, c'est bien ça notre problème. On n'a pas de solution agrégée aujourd'hui. Et en fait, on se repose beaucoup sur les solutions développées par les agrégateurs de comptes, puisque c'est le logiciel qu'on utilise au quotidien. Un agrégateur de comptes, comme j'ai dit, c'est ce qui nous permet d'agréger tous nos comptes, mais c'est aussi là où on a tous nos contacts clients, c'est là où on a notre agenda, c'est là où on a toute notre GED, enfin on a tout sur ces agrégateurs de comptes. Donc en fait, nous, CGP, on se repose sur, on l'espère, la cybersécurité qui a été mise en place par l'agrégateur. Mais donc on n'a rien en direct. Ou certains CGP développent quelque chose tout seul de leur côté, mais comme je l'ai dit, il n'y a rien de général. Et malheureusement, il y a, j'espère qu'on n'est pas enregistré, mais il y a énormément de failles. Il y a énormément de failles aujourd'hui dans les process auprès des assureurs, auprès des fournisseurs. On peut vraiment truander un peu le système. Et aujourd'hui, la meilleure sécurité, c'est l'humain. Nous, on met en place des process qui traitent 95% des cas, qui sont vraiment dans les clous. Et dès qu'il y a une alerte, c'est traité par l'humain. J'ai des cas, moi j'ai des cas qui sont arrivés très récemment où le meilleur juge à la fin c'est l'humain. Vous recevez un mail d'un client qui vous demande de faire un transfert avec, comme par hasard, à changer son IBAN. Et de récupérer une partie de ses sous, un petit montant. Voilà, ça c'est la première règle. On n'accepte aucun document PDF par mail. Typiquement, ça on le fait plus du tout, sauf cas exceptionnel. Et ça c'est 14 vérifications par un humain qui appelle le client, qui vérifie. Mais un mail ne suffit pas. Vous pouvez mettre un process très propre qui récupère les documents, mais un humain doit intervenir à ce moment-là pour vérifier que c'est bien la bonne personne.
Voilà, c'est un exemple très simple pour pas rentrer dans trop de complexité. Sur la partie finance, sur la partie cybersécurité, moi je pense que l'humain c'est l'une des failles quand même, mais c'est la solution et la faille. Ça veut dire que c'est souvent, nous on fait des tests en permanence, on fait appel à des hackers qui viennent hacker nos systèmes pour identifier les zones de source et on a de plus en plus d'attaques de déni de service pour essayer de bloquer nos systèmes. Donc on arrive à les protéger avec on va dire les mettre sous forteresse, mais on se rend bien compte que parmi les plus grosses failles généralement qu'on identifie, c'est les utilisateurs qui laissent des codes traîner, et on a beau démultiplier les Face ID, les doubles authentifications et autres, l'une des failles quand même clés, je suis désolé, à ce niveau-là pour l'instant, ça reste l'utilisateur. Merci. Je rebondis, mais je suis entièrement d'accord. Les failles et les attaques, elles viennent d'une erreur humaine au départ. Mais la manière de les contrer aujourd'hui, c'est côté middle office, donc c'est moi chez nous, donc côté plateforme de services et de technologie, c'est d'identifier des cas sur lesquels il y a des alertes et envoyer quelqu'un, comprendre et identifier l'erreur et remonter à la source pour s'assurer que derrière on n'est pas en face d'une personne qui a usurpé le mail de quelqu'un d'autre, qui a mis son IBAN, qui a changé le nom, parce que c'est très facile à faire. Vraiment, ça prend 4 secondes. Moi, je peux vous faire une démo en 2 secondes, en 10 minutes. Je peux vous ouvrir... Non, je ne vais pas vous le dire, mais je peux vous montrer des choses qui feraient peur tous les assureurs de France. Et qui ont rendu Léonard très riche d'ailleurs. Qui t'ont rendu très riche d'ailleurs. C'est bien fonctionné. Oui, Rostano, donc je suis responsable adjoint d'équipe. Vous m'entendez mieux là? Donc, je suis Rostano, donc je suis responsable adjoint d'équipe dans un service client en banque privée à la Société Générale. Et on a pas mal de clients qui sont un peu inquiets sur l'ubérisation de la gestion du patrimoine. Et chaque fois, ils nous interrogent là-dessus. Quels sont les arguments que vous avez aujourd'hui pour pouvoir rassurer ces clients-là qui s'inquiètent sur l'ubérisation de la gestion du patrimoine? L'ubérisation de la gestion du patrimoine, oui. L'ubérisation de la gestion du Et la patrimoine. deuxième question, je vois qu'il y a 5 fintech qui s'intéressent à la gestion du patrimoine, sur tout ce qui est technologie. À quand un réseau qui va permettre de travailler la pédagogie auprès des clients? Parce que c'est vrai que nous, en tant que conseillers, on le fait, mais s'il y a un réseau des fintech qui s'intéressent à la gestion du patrimoine, qui essaie de travailler sur la pédagogie en mettant en place des systèmes d'information, de renseigner aussi les clients sur... parce qu'il y a quand même pas mal de risques aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de savoir, est-ce que vous allez vous mettre à long terme ou à court terme en réseau pour pouvoir travailler aussi sur cette dimension pédagogique pour rassurer les clients sur... J'ai pas compris ce que c'était l'ubérisation de la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, tout ce qui est technologie, les clients, c'est vrai qu'ils sont très friands à ça, mais la gestion du patrimoine reste quand même l'humain au milieu. Et c'est un mot que vous avez répété plusieurs fois. C'est très lié généralement, c'est souvent une crainte du client de la banque. C'est ça. De la banque, pas du conseiller en gestion de patrimoine. C'est là où il y a une différence. C'est-à-dire qu'au sein des banques, effectivement, il y a une logique où il n'y a pas forcément les conseillers en face par rapport au nombre de clients à traiter et c'est géré par de la technologie plus ou moins avancée. Et donc là, forcément, le niveau de service n'est pas forcément à la hauteur attendue. Mais c'est bien là où je pense que les solutions pure tech ou les solutions de CGP indépendants vont faire la différence. Ils vont prendre une part de marché significatif par rapport à des banques qui sont justement dans un entre-deux qu'elles vont avoir du mal à gérer longtemps, je pense. Oui, mais moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, l'ubérisation, c'est que pour les banques se font ubériser par les conseillers en gestion de patrimoine. Si on regarde, donc les banques, il y a une dizaine de grosses institutions en France. On a des milliers, combien de cabinets aujourd'hui? Il y en a 4000 à peu près. 4000 cabinets en gestion de patrimoine qui sont équipés pour fournir un service supérieur à celui d'une banque. Si on regarde le modèle des taxis, c'est à peu près ce qui s'est passé. On avait des grosses compagnies de taxis et des milliers de chauffeurs privés qui proposaient un tarif comparable, voire moins cher, plus de services, plus de disponibilité, plus d'accessibilité. Et ben aujourd'hui, vous comparez un banquier privé d'institution financière, d'une banque traditionnelle et un conseiller en gestion de patrimoine, oui, on peut reprendre ce comparable. Alors, je comprends, parce qu'en fait, j'avais pas compris le sens du terme ubérisé. Pour moi, c'est un terme péjoratif. C'est pour ça que j'avais pas compris votre question. Si effectivement l'ubérisation, c'est de dire qu'il y avait un marché sur lequel il y avait un manque, parce que
il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il n'y avait que les banques sur ce marché-là, avec un service qui ne convenait pas aux clients, comme on l'a vu par exemple avec l'arrivée d'Uber. Pourquoi Uber a eu du succès? C'est simplement parce qu'il n'y avait pas assez de taxis. S'il y avait suffisamment de taxis pour répondre à la demande, Uber aurait eu peut-être pas zéro succès, mais en tout cas moins de succès que ce qu'il a eu aujourd'hui. Donc là, la technologie, elle remplit en fait effectivement une case qui n'existait pas avant, où l'accès d'une professionnalisation de professionnels indépendants, qui sont les CGP, va remplir effectivement un service qui n'existait pas avant. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que nous, en tant que CGP, on a parfois l'impression que la banque de détail, je précise bien la banque de détail et pas la banque privée, et notamment la Société Générale Banque Privée, ils sont parmi les très bons dans les banques privées. C'est des gens avec lesquels je peux travailler, même quotidiennement. La banque de détail, on a l'impression qu'elle a lâché l'affaire, en fait, sur la gestion de la clientèle de détail. Un CGP ne perd jamais face à une banque de détail, pas une banque privée, j'entends, une banque de détail, face à un client, parce qu'il apporte une quantité de services qui sont pourtant du bon sens, qui n'est rien de très compliqué, tellement supérieur à ce que peut apporter une banque de détail, et surtout sa relation humaine, qu'on appelle par ce terme latin d'intuitu personae, avec son client, est tellement important et tellement durable dans le temps par rapport à ce qu'il connaît le client dans sa banque de détail. Moi, mon banquier, je le connais plus en fait. Et il a changé sur les 10 dernières années 3 ou 4 fois, donc je sais plus qui c'est. Et à chaque fois que maintenant je reçois un message, votre nouveau banquier voudrait vous recevoir, je dis ça, j'ai autre chose à faire. Le type il sera plus là dans 2 ans, ça sert à rien. Donc là où les CGP en fait ont apporté quelque chose, c'est que les banques, en voulant casser l'intuitu personnel entre le banquier et le client, les CGP se sont glissés dans cet interstice, avec justement en rétablissant l'intuitu personnel. Et avec des compétences et avec du service, avec d'autres choses. Mais la base, c'est l'intuitu personnel. Quand on demande à un client pourquoi il va avoir un CGP, moi ça me sidère toujours, il dit pas c'est pour sa compétence. Ça me chagrine un peu, mais c'est pas sa première réponse. Sa première réponse, c'est pour sa disponibilité. C'est incroyable. C'est la simple disponibilité nous permet de faire la différence avec le système bancaire. C'est fou quand même quand on y pense. Et d'où l'avantage pour une partie de la clientèle retail des solutions fintech en ligne, parce qu'en termes de disponibilité, finalement, vous avez des plages horaires. Alors effectivement, vous n'avez pas l'agence en bas de chez vous, mais voilà. Et on l'a vu, c'est assez marrant. Effectivement, la disponibilité, c'est quand même un élément clé. Avoir rapidement sa réponse, tout le monde y est habitué maintenant, et donc il faut être réactif. Dernière question? Non? Oui. Je voulais juste dire, moi j'aime beaucoup en tout cas cette image d'ubérisation des banques de détail par les CGP et les fintech sur les segments de marché. Et je voulais juste préciser, parce que j'ai l'impression que vous alliez conclure, qu'on a des postes ouverts évidemment dans le. J'allais donner la parole de toute façon. Je vous laisse parler. T'inquiète pas. Non, mais vas-y, commence. Du coup, voilà, tu prends le mot de la fin. Donc on recrute, voilà, comme tous les acteurs de ce secteur en forte croissance, il y a des postes ouverts. Le poste d'entrée chez nous aujourd'hui, c'est côté service client, qui est un poste pour apprendre le métier opérationnellement, comprendre toute la mécanique. Il y a énormément de postes ouverts, donc surtout n'hésitez pas à me contacter par la suite et je vous mettrai en relation avec les services RH qui s'occupent des process. Sébastien, le mot de la fin. Eh bien sûr, nous recrutons aussi. On a des postes en service client, aussi en gestion privée, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une montée en gamme possible de nos offres. Et donc, à partir du moment où les gens viennent déposer plus de 100 000 euros chez nous, on met en face effectivement un gérant de patrimoine, un gérant privé qui va être capable d'absorber la problématique patrimoniale. Donc, on recherche aussi des profils comme ça. Donc, n'hésitez pas à venir sur notre site ou à venir nous challenger sur le sujet. On sera ravis de vous accueillir et de discuter. Allez, nouveau recrutement à la Chambre, c'est simple. Il y a un espace dédié sur le site de la Chambre. Vous pouvez déposer vos CV. Et qui est digitalisé, oui, tout à fait, cher Sébastien. Vous pouvez déposer vos CV et évidemment, on a des cabinets. Donc, il y a 1800 cabinets dans toute la France qui sont à la CNCGP. Donc, on est dans toutes les villes, petites villes et villages de France. Il y a un adhérent de la CNCGP et donc il y en a un à moins de 3 km de chez vous, généralement. Nous, nos bureaux sont au coin de la rue, là, au 203. Ne vous battez pas. En tout cas, merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde. Merci aux participants, évidemment.
Et puis, vous avez le temps encore de profiter de la fin de cette soirée. Donc n'hésitez pas. Et rendez-vous évidemment sur Doc Finance pour la suite, sachant qu'il y a une soirée également FinTech prévue au Palais Brongniart le 7 avril. Et on a d'autres soirées qui sont prévues au fur et à mesure sur notre site. Donc regardez un petit peu tout ça. Il y a pas mal de choses aussi à regarder sur le site pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller. Merci beaucoup. Bonne soirée.